Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus assez nombreux ce soir pour rencontrer les éditions Memoring. Donc, avec à ma gauche donc Stéphane Barry et à ma droite Marie Fauré. Alors, on va dans un premier temps échanger un petit peu avec Stéphane pour parler de la maison d'édition, un petit peu de son travail d'éditeur. Et après, on parlera avec Marie donc de ce livre sur Aliénor d'Aquitaine. Alors, donc, Stéphane Barry est docteur en histoire, spécialiste notamment des épidémies, et il a co-signé avec Marie un livre sur la peste à Bordeaux, les Bordelais face à la peste, préservez-nous du mal. Entre autres, Stéphane a également monté les cafés historiques à Bordeaux, donc qui ont commencé, je crois, en 2000, il y a plus de 7 ans, voilà. Donc ça a commencé au Plana et maintenant c'est au Café Français sur la place Péberlan. Donc, tout simplement, Stéphane, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette aventure Memoring, comment ça a débuté, et peut-être aussi un peu nous parler des cafés historiques, puisque c'est assez, tout ça est assez lié. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier aussi l'ANA, la bibliothèque, de nous accueillir et la librairie Mola pour cette manifestation. Oui, alors Memoring en fait est très lié c'est une affaire de rencontre et c'est très lié au café historique. Aux premières manifestations qu'on a organisées, notamment avec le souvenir napoléonien au tout début, et puis à l'agence de Citron Pressé de communication. En effet, parce que Memoring, donc nous la dirigeons avec mon épouse associée Maryse Bernard, qui pendant 20 ans a eu une agence de communication à Bordeaux, Citron Pressé. Et puis, comment c'est né en fait, moi, historien, j'ai pensé peut-être qu'il serait intéressant de se lancer dans l'histoire d'entreprise à un moment donné. Voilà, donc lier la communication et ça. Nous avons tenté le coup. Ça a assez bien marché puisqu'en fait nous avons produit un ouvrage qui retrace l'histoire de J.A. Delmas. C'est une grosse société qui a commencé à Bordeaux et maintenant qui est concessionnaire Caterpillar sur 12 pays africains, enfin quelque chose qui était conséquent, mais au final, non, je me suis dit non, ça ne me satisfait pas. Donc, j'ai quitté l'agence, on a quitté l'aventure communication histoire pour vraiment lancer une maison d'édition. Voilà, donc Memoring, qui est une boîte à part entière maintenant. Parallèlement, je m'occupais pour l'Aquitaine d'une délégation la délégation aquitaine du souvenir napoléonien, qui est une association 1937 qui est là pour national, même international, qui donc pour promouvoir le souvenir des deux empires. Bon. Donc ça on faisait des manifestations, ça m'a ouvert un réseau important. C'est pour ça que c'est très important dans l'histoire. J'ai quitté au bout de 4 ans cette affaire et nous avons monté donc le café historique que Jean-Marc a suivi, Marie aussi, enfin depuis le début. Poursuivant donc dans l'idée de diffuser un savoir que là je voulais gratuit, vraiment offert, avec des historiens de premier plan qui se sont prêtés au jeu. Je connaissais depuis le souvenir napoléonien et donc ça faisait boule de neige tout cela. Et puis parallèlement, donc on a lancé Memoring. Et puis là, je les ai sollicités. J'en ai sollicité certains. On a commencé très très modestement l'histoire de mon village, Saint-Macaire, en carte postale. Enfin voilà, essayant d'ouvrir quelques champs. Les auteurs se sont vraiment prêtés au jeu. Et je les en remercie encore. Voilà. Bon, la production c'est étoffé, mais peut-être. Oui, alors justement, en parlant de la production, on voit que c'est comme une production assez locale, mais avec une vision assez nationale. Est-ce que ça, tu peux un petit peu nous en parler, en fait, d'avoir choisi des sujets, on va dire, assez local, mais qu'on peut exporter. Oui. Alors, bon, d'abord, on voulait travailler sur le produit. Alors, j'ai eu une chance folle, dès les cafés, en fait, de pouvoir bénéficier du professionnalisme de la communication dans la fabrication. Voilà, des maquettes, des choses comme ça. Donc, ça a vraiment porté à crédibiliser et à plaire auprès tant des auteurs que du public. Ça, c'était un point important. Ensuite, dans le choix des ouvrages, vraiment recentré sur de l'histoire, c'est vrai de l'histoire régionale, mais qui a toujours une répercussion, une nationale voire internationale. Je prends quelques exemples. Par exemple, nous avons eu la chance de pouvoir travailler sur 2 catalogues d'expositions, et j'étais commissaire adjoint de ces 2 expositions, propagande, affiches en temps de guerre,
qu'on a fait conjointement Musée d'Aquitaine et Centre Jean Moulin, puis 1917, qui retrace en fait l'histoire de l'arrivée des Américains, de l'implantation des troupes américaines en Aquitaine. Bon, ces ouvrages ont incontestablement des répercussions nationales. D'ailleurs, j'en suis très heureux puisque actuellement, Propagande est présentée au Petit Palais, donc pour une exposition d'Anvers. Les Américains, alors c'est aussi un thème, enfin ce que nous essayons de privilégier dans la maison, c'est de pouvoir exhumer des choses neuves, méconnues, même si on a l'impression qu'on connaît cette histoire. On connaît l'histoire des Américains, effectivement, en 1917. On pense qu'ils sont arrivés à Brest, c'est vrai. Mais on ignore souvent que la première base logistique, c'est Bordeaux, Bassins et l'Aquitaine. Voilà. Donc, c'est un petit peu les thèmes que nous envisageons. Monographie, j'ai parlé de Saint-Macaire, il y avait rien dessus en carte postale. Là, on a publié il y a pas longtemps une histoire de Beaumoreau-les-Mines, vous voyez, voilà. Donc, c'est cette idée de conservation, puis d'exhumer voilà. Dernier point, puis après on s'est lancé vraiment dans de toutes autres aventures. Par exemple, on a publié une histoire des Juifs dans l'Afrique romaine. Bon, alors là, on est loin du régionalisme, mais en revanche, c'est totalement original puisqu'il n'y a pas de travaux et Yann Le Bohec qui nous a fait le plaisir de faire cela, cet ouvrage, et le spécialiste de la question, voilà. Pardon. Oui, et donc là, pour l'ouvrage qui va nous intéresser ce soir, donc ça s'appelle, donc c'est une nouvelle collection qui s'appelle Figures de Nouvelle-Aquitaine, et donc ce premier tome est consacré donc à Aliénor. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter cette collection assez ambitieuse qui va, je pense, avoir une forte répercussion, beaucoup de personnages envisagés. Donc, voilà. Alors, donc nous continuons à produire nos ouvrages, et puis à un moment, et cette collection en fait traînait depuis très longtemps dans ma tête, et en fait c'est que des échanges avec des amis qui souvent je me confie sur ces idées, qui me disent non mais il faut effectivement essayer de proposer un produit plus petit, voilà. Donc est né l'idée de cette collection, un produit accessible, peu cher, rapide à lire, et qui embrasse toute la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, dire les 12 départements de cette Nouvelle-Aquitaine. L'idée est de faire ressortir le patrimoine humain de la région, de cette très grande région. Voilà. Donc, nous avons commencé alors j'ai un ami qui s'est prêté au jeu en étant directeur scientifique, c'est Christian Amalvi, qui est professeur à Montpellier, mais spécialiste d'historiographie du 19e siècle, chartiste, enfin, vraiment, qui nous a beaucoup aidé sur des personnages. Comme depuis très longtemps, on a eu le soutien d'Anne-Marie Cocula, mais qui était aussi, que j'ai rencontré dès les TD à la fac, et qui, sur la direction de qui j'ai fait ma thèse, qui a préfacé La Peste et qui vraiment nous a aidé pour ouvrir préfacer l'ensemble de cette collection. Et donc l'idée, c'est vraiment des personnages tant connus, artistes, politiques, sportifs, historiens, enfin bon, vraiment toute figure qui a pu contribuer d'une manière ou d'une autre à enrichir, et vivante ou décédée, à enrichir cette cité. La preuve, hier par exemple, hier soir, nous étions au 101 ans de André Chandernagor au Busson, voilà, pour présenter le numéro 3, donc André Chandernagor, l'histoire de la vie d'André Chandernagor. Et le numéro 2, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle et l'Aquitaine, voilà. Donc à chaque fois, on prend des personnages qui ont pas dans l'esprit des gens, vont pas avoir forcément un rapport avec l'Aquitaine. Charles de Gaulle, après être passé à Bordeaux, avant de partir, en réalité, on se rend compte qu'il a vraiment fréquenté dans sa maison, dans sa jeunesse, l'Aquitaine, enfin, que cette Aquitaine a contribué pas mal aussi à sa formation, aussi, à ses souvenirs. Et comment ne pouvais-je pas commencer avec la figure presque tutélaire, enfin, Aliénor d'Aquitaine, puisque le duché, mais Saint-Marie en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi, en fait, correspond globalement à l'Aquitaine actuelle. Voilà, le duché à son apogée. Donc ça nous semblait évident de poursuivre, de commencer avec Aliénor. 130, pour l'instant, 150 personnages, voilà, de relever. On est sur un rythme d'un livre, deux livres par mois actuellement. L'idée et de sortir des ouvrages sur tous les départements. Donc le prochain mois d'octobre, c'est le Chevalier de Borda. Merci, avec Gonzague Spinola d'Hudsonville dans les Landes. Nous avons Rémi Gaillard, Félix Gaillard, qui a été un président du Conseil. Ensuite, nous sortirons à Barbezieux le mois suivant.
sont prévus avec Anne-Marie Cocula, Brantôme, quoi d'autre encore, Chirac, enfin voilà, toutes les grandes figures, pardon, Napoléon et l'Aquitaine avec Jacques-Olivier Boudon, enfin etc. Bon voilà, donc vous pourrez suivre tout cela. Donc voilà, si parmi vous des gens ont des idées, naturellement je les prends avec grand plaisir. Voilà. Le message est passé. Merci Stéphane. Merci. Donc on va poursuivre avec Marie. Donc Marie, tu es historienne, historienne de l'art, archéologie. Tu as fait tes études à Bordeaux-Montaigne, spécialiste du Moyen Âge. Donc tu as coécrit donc un bouquin avec Stéphane donc sur la peste à Bordeaux, un bouquin sur le palais de Lombrières, et donc ce premier tome donc des figures d'Aquitaine sur Aliénor. Alors Aliénor, c'est une figure emblématique de notre région. Donc d'ailleurs le sous-titre c'est La Duchesse qui fut 2 fois reine. Donc elle a vraiment franchi ce 12e et 13e siècle. Elle est un petit peu entachée d'une légende noire, ça on va en parler. Elle est morte, je crois, à plus de 80 ans, donc elle a une longévité assez exceptionnelle. Donc peut-être pour commencer, première question. Il y a beaucoup de bouquins sur Aliénor d'Aquitaine. Il y a une production assez importante, tant des biographies, beaucoup de romans actuellement. Quel a été ton angle d'attaque pour en 80 pages, parce que c'est un petit ouvrage pour parler d'Aliénor. Merci à tous et à toutes d'être là. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a énormément d'ouvrages sur Aliénor, quelques ouvrages d'histoire et beaucoup de romans. Quelques ouvrages d'histoire qui sont très complets par des historiens qui sont vraiment remarquables. La plupart malheureusement ne sont plus édités. Alors vous les trouverez en bibliothèque, mais pas forcément en librairie. Moi, ce que j'ai voulu faire, et puis beaucoup de romans qui sont nourris de cette fameuse légende noire dont on parlera tout à l'heure. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est 2 choses. C'est-à-dire que la première, c'était vraiment rattacher Aliénor à son duché. Je voulais pas faire une biographie d'Aliénor et raconter toute sa vie en 80 pages, c'est impossible. Elle est très longue, elle est très riche, sa vie. Mais je voulais vraiment l'axer d'abord parce que c'était l'idée de la collection Figures de Nouvelle-Aquitaine. Je trouvais que l'idée était intéressante de rattacher Aliénor à son duché. On le fait pas forcément. Souvent, on parle d'en effet les Plantagenets, reine d'Angleterre, reine de France, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, La Duchesse qui fut 2 fois reine, parce que ce que je voulais mettre en avant, c'était le fait qu'elle était duchesse d'Aquitaine de plein droit, en pleine souveraineté. Suivant les périodes, elle a pas le même pouvoir, mais c'était vraiment ce titre de duchesse d'Aquitaine que je voulais mettre en avant, sachant qu'en plus, tout le monde la connaît sous le nom d'Aliénor d'Aquitaine. Je veux dire, c'est clair dès le début. Dans la mémoire collective, ce qui reste d'Aliénor, c'est son appartenance au duché d'Aquitaine. Et deuxième démarche que je voulais avoir, c'était justement par rapport à tout ce qu'on a pu écrire sur Aliénor ou faire vivre Aliénor, qui au final est plus un personnage de roman qu'une personne vraiment historique. Je voulais un peu essayer de voir d'où était née cette légende, qui avait été à l'origine de cette légende autour de la personne d'Aliénor, et essayer en fait un peu d'en tirer les fils pour voir quelle était la réalité de sa vie par rapport à l'Aquitaine et toutes les choses dont on l'a accusée. Qu'est-ce qu'on sait vraiment d'elle en fait, et pas qu'est-ce qu'on a pu imaginer qui a pu se passer à tel moment. Alors en fait, j'ai oublié de rappeler que cette année on fête les 900 ans de la naissance en théorie. 1122 ou 1124, les historiens sont pas sûrs sur le sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu brièvement, sa vie un tout petit peu, voilà, pour les gens qui n'ont peut-être pas les repères chronologiques, voilà, expliquer un peu qui elle est. Elle est 2 fois reine, on parlait du duché, voilà. Oui, donc Aliénor née en 1122 ou 1124, on ne sait pas bien, on sait pas non plus où exactement. Les historiens aujourd'hui penchent plus pour Poitiers, qui était la capitale du duché au XIIe siècle. Donc elle naît en 1124 ou en 1122 ou 1124. Elle n'est pas l'aînée, a priori. Elle a un frère, un grand frère, Guillaume. Donc déjà son prénom montre qu'il est appelé normalement à récupérer le duché, puisque tous les ducs d'Aquitaine s'appellent Guillaume. Son grand-père c'est Guillaume IX, le fameux troubadour. Guillaume X son père, et donc son frère aîné Guillaume qui décède
qui serait décédé dans les années 1130, c'est pas sûr, mais il serait décédé dans les années 1130, ce qui propulse en fait Aliénor, qui n'a qu'une jeune sœur, comme héritière du duché d'Aquitaine. Et donc, son père meurt, pour aller vite, son père meurt en 1137, il est parti sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, il meurt sur le chemin, et elle se retrouve duchesse d'Aquitaine, elle a 13-15 ans, hein, elle se retrouve duchesse d'Aquitaine, et dans les semaines qui suivent, son mariage est arrangé avec Louis le Jeune, le futur Louis VII, alors le futur de quelques jours, parce qu'en fait, Louis VI le Gros, qui est très malade, décède quelques jours après le mariage d'Aliénor et de Louis, et elle se retrouve reine de France, mariée avec ce Louis VII, avec qui ce sera jamais vraiment l'amour fou, faut quand même bien le reconnaître. Et donc elle part avec Louis et puis avec tous les barons du Nord, comme on dit, qui étaient venus pour le mariage à Bordeaux. Et elle gagne cette cour de France, principalement à Paris, hein, même si les cours médiévales elles sont itinérantes, donc elle se déplace de château en château. Bon, là, c'est quand même Paris, la cour principale du royaume de France. Et donc elle va rester mariée avec Louis VII jusqu'en 1152. Dans le contretemps, il y a plein de vicissitudes. Ils partent en croisade, la deuxième croisade, en 1148. Et donc, en 1152, en mars, le mariage est annulé. Elle redevient célibataire, donc elle retourne à Poitiers avec son duché. Et 2 mois plus tard, elle épouse en mai 1152 Henri Plantagenet, qui lui, à nouveau, n'est pas encore roi d'Angleterre. Il devient roi d'Angleterre 2 ans plus tard sous le titre de Henri II. Et donc, elle se retrouve à nouveau propulsée reine, mais cette fois-ci reine d'Angleterre, sachant que en réalité les Plantagenets sont à la tête d'un véritable empire, puisqu'ils sont non seulement rois d'Angleterre, mais ils sont aussi ducs de Normandie, par Aliénor, duc d'Aquitaine. Ils sont également comtes d'Anjou, comtes du Maine et comtes de Touraine. Donc ils ont à peu près, à part la Bretagne qu'ils ne contrôlent pas encore, ils ont à peu près toute la façade ouest du continent. Et donc, de cette union, elle va avoir 8 enfants, dans le célèbre Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. Elle se retrouve emprisonnée pendant 15 ans par son mari entre 1174 et 1189, parce que il l'accuse d'être à l'origine de la rébellion de ses fils et des barons aquitains contre l'autorité d'Henri II. Il l'emprisonne pendant 15 ans et elle ne sort de cette réclusion qu'à la mort d'Henri II en 1189. Richard, qui est l'héritier du trône, va la faire libérer. Bon, en réalité, s'est déjà libérée toute seule. Mais il va la libérer et elle va assurer la régence du royaume, même si elle n'en a pas le titre, pendant toute la période où Richard est absent, donc d'abord pendant la 3e croisade, où il part avec Philippe Auguste pour tenter de libérer Jérusalem, qui a été récupérée par Saladin, et toute la période où il est captif de l'empereur, en ce qui est l'Allemagne d'aujourd'hui. Et donc après, elle se retire à Fontevraud. Elle a déjà 70 ans, plus ou moins. Elle estime qu'elle a accompli ce qu'elle devait accomplir, sauf que Richard meurt en 1199. Et elle est obligée de ressortir de sa retraite pour assurer les arrières de Jean sans Terre, qui est son dernier fils, qui est celui qui hérite de l'Empire Plantagenet, qui prend pas toujours forcément les bonnes décisions. Et comme elle le sait, elle essaie d'anticiper un peu les catastrophes. Et ceci jusqu'en 1202, où elle se retire définitivement à Fontevraud, et elle meurt en 1204. La nuit du 31 mars au 1er avril 1204, vraisemblablement à Poitiers, où elle s'était réfugiée parce qu'elle se sentait peu sûre à Fontevraud. Et donc, voilà, 80 ans d'existence bien remplis. Alors, Stéphane le rappelait en introduction que le duché d'Aliénor correspond pratiquement à la Nouvelle-Aquitaine. Alors justement, de par sa naissance et tout ce que cela induit, son tempérament, son destin exceptionnel, que représentait Aliénor d'Aquitaine pour ses contemporains ? Alors, Aliénor d'Aquitaine disons que toute l'aura qu'on lui prête, il paraît assez clair qu'elle l'avait aussi pour ses contemporains. Alors, bien évidemment, on a des sources, alors notamment des chroniques. Alors, hier matin, j'ai écouté l'émission de Xavier Maudu où Claude Gauvard disait qu'il fallait se méfier des chroniqueurs comme de la peste. J'ai beaucoup aimé cette expression, c'est vrai.
Parce qu'en général, ils prennent toujours le parti pour quelqu'un. Alors là, pour Aliénor ou contre Aliénor, suivant s'ils sont copains ou ennemis avec la famille dont elle fait partie à ce moment-là. Mais toujours est-il qu'on se rend compte. Alors, de toute façon, à partir du moment où on parle d'elle dans les chroniques, que ce soit en bien ou en mal, c'est que déjà, elle a un rôle important. Parce que les chroniqueurs prêtent attention à ce qu'elle fait. Il y a aussi certains comportements qu'elle a et on se rend compte qu'elle n'est pas contestée dans le pouvoir dans le pouvoir qu'elle exerce. Oui, donc en fait, elle n'est pas contestée dans le pouvoir qu'elle exerce. On a notamment, par exemple, en 1153, un texte de l'archevêque de Bordeaux, qui est Geoffroy du Lauroux, qui écrit clairement, qui dit « Notre duchesse, celle qui exerce l'autorité, c'est Aliénor ». Parce que Henri, à ce moment-là, commence à essayer de grappiller un peu de l'autorité sur le duché. Et Geoffroy du Lauroux, qui est comme le second après le duc, dans la hiérarchie, ou la duchesse en l'occurrence, dans la hiérarchie des pouvoirs en Aquitaine, dit non, notre duchesse c'est Aliénor. On n'acceptera rien de personne d'autre que d'elle. Et il y a encore un élément qui est très intéressant aussi pour voir cette aura. Il y a le fait que c'est elle qui va faire libérer Richard quand il est prisonnier de l'empereur. Elle écrit plusieurs fois au pape, elle obtient pas satisfaction, elle réunit la rançon, elle part directement là où il est emprisonné, rencontrer l'empereur pour rentrer avec son fils. Ce qui se passe. Et il y a aussi un autre épisode, donc quand Richard meurt, on est en 1199, il faut aller à nouveau, à chaque fois qu'il y a un changement comme ça de souveraineté, il faut retourner prêter hommage au roi de France pour l'Aquitaine, puisque le suzerain de l'Aquitaine, ça reste quand même le roi de France. Et c'est Aliénor qui y va. C'est Aliénor qui y va. Alors là, c'est exceptionnel parce qu'une femme peut hériter. Ça, c'est normal. Une femme hérite si elle n'a pas de frère et qu'elle est en ligne directe, c'est elle qui hérite. Ça ne pose aucun problème. Mais une femme ne va pas prêter serment. Elle se fait toujours représenter par un homme. Et là, bon, pour plusieurs raisons, pas justement, elle anticipe les bêtises de son dernier fils. Elle va prêter elle-même serment à Philippe Auguste à Paris et pour l'Aquitaine. Et personne ne pense à dire qu'elle n'est pas légitime pour ce serment. Aucun chroniqueur, aucun texte, rien ne conteste la validité du serment d'Aliénor. Alors, tu as parlé un peu des sources écrites, des chroniques, hein, mais est-ce qu'on sait à quoi elle ressemblait physiquement? Est-ce qu'on a des représentations d'Aliénor? Alors, nous avons des représentations de son vivant, de l'époque où elle vivait. Pas beaucoup. Nous avons, alors, on pourrait considérer le gisant, même s'il est fait un peu postérieurement, mais bon, on pourrait considérer qu'il aurait pu être semblant. De même, à la cathédrale de Poitiers, il y a un vitrail qui est d'ailleurs la couverture du livre, un vitrail où elle est représentée, et donc ce vitrail est réalisé du vivant d'Aliénor. Sauf que, en réalité, on ne sait pas du tout à quoi elle ressemblait parce que ce sont des représentations qui sont stylisées. À cette époque, au XIIe siècle, on ne fait pas de représentation figurative qui ressemble à la personne. Il y a des codes de représentation des personnes, suivant leur rang social, suivant leur sexe, etc. Et donc, on ne peut absolument pas savoir à quoi elle ressemblait par rapport à ces images. Et c'est vrai qu'on a quand même des textes ou des dédicaces dans des œuvres littéraires où qui disent Aliénor, elle était magnifique, elle était très belle, etc. Mais c'est vrai quand même que comme ce sont des mécénats, c'est-à-dire que ce sont des auteurs qui vivent en fait du mécénat des aristocrates, on trouve rarement dans des textes quelqu'un qui dirait de son propre mécène qu'elle est moche, quoi, clairement. Donc bon, au pire il dirait rien, mais je veux dire c'est pas un gage de réellement de savoir réellement que c'était une femme magnifique, etc. Donc non, on sait pas. Alors on a également tendance à penser que le Moyen Âge est une affaire d'hommes, hein, mais c'est aussi une affaire de femmes. Genre notamment Duby a écrit un bouquin sur les femmes au XIIe siècle. Je crois que c'est Le Goff qui a fait un bouquin sur Mal Moyen Âge, il me semble, je sais plus si c'est ça. Alors, c'est Duby aussi. Alors, je voulais savoir en quoi, finalement, son image, elle se distingue par rapport à d'autres grandes figures féminines de l'époque, comme Blanche de Castille, par exemple. Alors, bonne question. En plus, Blanche de Castille, c'est sa petite fille. Donc, ça tombe bien. Oui, en effet. Alors, il y a eu cet ouvrage, donc, Mal Moyen-Âge. Donc, déjà, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. Donc, parler du Moyen-Âge, c'est un peu gênant parce qu'entre le 6e siècle et le 15e siècle, il se sont passés pas mal de choses. La société a évolué. À l'époque où vit Aliénor, donc on va parler principalement du XIIe siècle, vraiment le tout début du XIIIe siècle, on n'est pas du tout dans un mal Moyen-Âge.
Les femmes ont le droit de faire les mêmes choses que les hommes. Il n'y a aucun texte, de toute façon, même après, il n'y a aucun texte qui est interdit aux femmes un métier en particulier. Il n'y a aucun texte qui interdit aux femmes d'hériter, etc. Mis à part la loi salique, mais bon, je l'évoquerai très brièvement. Les femmes peuvent travailler avec leur mari. D'ailleurs, elles sont encouragées. Alors là, dans le cas d'Aliénor, donc dans le cas de la haute aristocratie, les femmes sont formées. Elles sont encouragées à co-gouverner avec leur mari. Oui, elles sont donc encouragées à co-gouverner avec leur mari, sachant que le mari peut s'absenter. Le mari peut aller en croisade. Le mari peut partir à la guerre. Il y a beaucoup de guerres seigneuriales entre seigneurs voisins. Le mari peut mourir. Et la femme, quand le mari n'est pas là, c'est bien elle qui gère la seigneurie. Elle peut aussi mettre en défense des cités. La propre fille d'Aliénor, Jeanne, qui a épousé Raymond de Toulouse, le comte de Toulouse, se retrouve à gérer la défense d'une ville qui est assiégée parce que son mari est occupé à guerroyer à un autre endroit. Donc c'est elle qui prend les choses en main. Ça, ce n'est absolument pas rien d'exceptionnel. Donc pareil pour les métiers. Après, commence à y avoir une déviance à partir du XIIIe siècle avec ce qu'on appelle le monde des clercs. Ce sont d'ailleurs eux qui sont à l'origine de la légende noire d'Aliénor. Les clercs, en fait, ce sont des religieux qui contestent cette société où justement la femme a son mot à dire, en fait. Et petit à petit, alors il n'y a pas de texte, c'est pas un moment, il n'y a pas de loi, etc. Mais petit à petit, la société commence à évoluer dans le sens où il y a déjà la création des universités au début du XIIIe siècle. Là, par contre, il y a des textes. Enfin, c'est dans les statuts des universités, il n'y a pas de femme. La femme n'a pas le droit d'aller à l'université. Ce qui fait que déjà, ça commence à créer une différence. Et comme ça, petit à petit, la femme se retrouve exclue de pas mal d'espace. Mais en fait, c'est une évolution insidieuse, on va dire, de la société jusqu'à arriver à cette fameuse loi salique qui est, là, on est au début du XIVe siècle et en fait, c'est un concours de circonstances. On n'a plus d'héritier mâle direct et à chaque fois qu'on a une femme qui est en théorie dans la ligne d'héritage, elle ne convient pas. Alors la première, c'est parce qu'on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment la fille du roi, parce que c'est les fameuses affaires des Bru de Philippe le Bel qui avaient été prises en flagrant délit d'adultère. Donc on dit, on n'est pas sûr que ce soit sa fille à lui, puisqu'elle était adultère. Et la deuxième, c'est la fameuse succession qui mène à la guerre de 100 ans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui mènent à la guerre de 100 ans, mais c'est un des faits déclencheurs, qui est que tous les fils de Philippe le Bel ont régné, ils sont tous morts jeunes, ils n'ont pas de descendance, et donc on se retrouve avec un héritier direct qui est Édouard III, qui est roi d'Angleterre, et on va chercher un cousin de la branche des Valois, qui est Philippe VI. Et là, pour légitimer, on dit « Ah ben non, mais il y a une loi, qui est une loi salique, qui est en fait une loi de franque, qui disait bien clairement que la femme avait pas le droit, devait pas rentrer c'est même pas qu'elle avait pas le droit d'hériter, c'est qu'elle ne comptait pas dans la ligne de succession. Donc on écarte Édouard III et on écarte aussi Charles de Navarre, qui est un autre des prétendants. Et en fait, on fait un faux en disant oui, mais cette loi, elle est elle date du 5e siècle, mais ça n'est valable que pour le royaume de France. Donc tous les autres fiefs et les autres royaumes, on l'a bien vu avec l'Angleterre. Élisabeth II, on en a beaucoup parlé en ce moment. Elle avait hérité de son père, ça, dans toute logique. Alors, avant d'évoquer cette légende noire, est-ce qu'on pourrait s'attarder sur le rôle, l'influence qu'a eu Aliénor sur les arts, parce qu'elle a exercé son patronage sur les arts, et finalement quelle était l'influence réelle de la culture d'oc et la culture d'oï sous Aliénor. Et enfin, tu l'as rappelé en introduction, son grand-père est considéré comme le premier des troubadours, Guillaume IX. Donc comment elle s'inscrit dans cette lignée-là? Oui, alors pour parler de Guillaume IX, en effet, Guillaume IX est considéré comme le premier troubadour. Il écrivait en langue d'oc. Il avait autour de lui d'autres troubadours, et c'est vrai qu'Aliénor a grandi dans une cour qui était quand même bercée de tous ces écrits, alors plus ou moins catholiques, on dirait. D'ailleurs, son grand-père a été excommunié un certain nombre de fois, ça le dérangeait pas beaucoup. Et elle a baigné dans cette atmosphère d'effervescence, on va dire, littéraire, même si c'était pas forcément mis par écrit. Notamment aussi, je pense aussi à ce qu'on appelle la matière de Bretagne, donc tout ce qui est les légendes arthuriennes, qui déjà venait du pays de Galles, et un certain Bléry, alors je le mentionne très rapidement. Il y a des spécialistes, je suis pas spécialiste de littérature médiévale, mais voilà, qui a apporté. En fait, ce sont des personnes qui allaient de cour en cour.
et qui donc vivaient de ce que pouvaient leur payer les seigneurs. Et donc elle a baigné dans ce milieu-là. Après, il semble qu'à la cour de France, le temps qu'elle est reine de France, c'était pas la même ambiance, très clairement. Alors on l'a accusée d'avoir emporté avec elle ses troubadours et d'avoir débarqué à Paris en parlant la langue d'oc avec ses troubadours. Un petit côté, c'est quoi ces méridionaux qui débarquent chez nous. Le trait est extrêmement grossi. On n'est pas sûr qu'il y ait des troubadours qui l'aient suivi, pas du tout. On lui a inventé des aventures, bien sûr, avec ses troubadours, parce que c'était de la littérature courtoise. Donc on a dit beaucoup de choses sur elle. Après, il y a cette période. Alors pareil, pour la cour quand elle est mariée avec Henri Plantagenet, pareil.